notre audition. En vous remerciant pour votre présence. Donc, nous recevons aujourd'hui Monsieur Jérémy Villain, directeur général, et Monsieur Stéphane Henry, administrateur d'Eurelec. Donc, merci, accompagné d'un collaborateur. Merci, messieurs, de votre présence. Je vous rappelle que la règle des commissions d'enquête est de prêter serment avant d'être entendu, et je vous rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines qui sont prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal, avec notamment 5 années d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc je vous invite à ouvrir votre micro, à lever la main droite et à dire « je le jure » l'un après l'autre, s'il vous plaît, pour l'enregistrement. Merci, monsieur. Je jure. Merci, messieurs. Par ailleurs, auriez-vous tout autre lien d'intérêt ou, je ne sais pas, mission en cours à déclarer à la commission d'enquête? Non, aucun. Non. Aucun. Merci, messieurs. Donc, cette commission d'enquête a été mise en place fin novembre. Je vous rappelle qu'elle poursuit l'objectif d'éclairer les citoyens et la représentation nationale sur la construction des prix dans notre pays. Nous allons donc vous entendre l'un et l'autre, Monsieur Henry et Monsieur Villain, pour nous parler bien sûr du fonctionnement aujourd'hui de votre centrale d'achat et des valeurs qui sont les vôtres dans le cadre de l'exercice de ces missions, des valeurs qui sont chères et je dirais qu'on retrouve régulièrement dans cette commission d'enquête, c'est-à-dire le souci de partage autant que possible de la valeur ajoutée pour permettre une viabilité et donc une durabilité de l'ensemble des maillons de la chaîne, une meilleure souveraineté alimentaire de la France. Donc je vais vous laisser la parole et puis ensuite Madame la rapporteure vous posera quelques questions et enfin nous donnerons la parole à nos collègues pour des questions complémentaires. Donc je ne sais pas lequel d'entre vous commence. Monsieur Henry, eh bien vous avez la parole. Monsieur Henry, pour une dizaine de minutes. Merci. Madame la présidente, Madame la rapporteure, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs, nous avons bien conscience que votre enquête porte sur les marges des industriels et de la grande distribution. Nous allons le développer, mais il nous semble indispensable de décrire les raisons de la création d'Eurelec et son fonctionnement pour pouvoir comprendre son rôle dans la construction de la valeur dans la chaîne agroalimentaire. Un point parmi d'autres est à souligner, car il est essentiel. En tant que coopérative, Eurelec ne dégage pas de profit. Est-ce que vous pouvez bien vous rapprocher de votre micro parce qu'on ne vous entend pas très très bien. Merci, monsieur. Un point parmi d'autres est à souligner, car il est essentiel. En tant que coopérative, Eurelec ne dégage pas de profit. Toute la valeur est envoyée dans les magasins. Je me présente devant vous en tant qu'administrateur de la société coopérative Eurelec, fils et petit-fils de paysans bretons. Je suis rentré dans la grande distribution en 1990 en tant que stagiaire en poissonnerie. Après avoir évolué comme responsable de rayon puis directeur de magasin, nous avons pu, avec mon épouse, et grâce au comité de parrainage constitué de collègues adhérents, devenir à notre tour adhérents propriétaires en 2004 de 2 magasins de 2500 m² et 2800 m². Ces 2 bassins de vie de 5000 habitants du nord du Lot, territoires ruraux aux enjeux agricoles majeurs, ont besoin à la fois de négociations avec les multinationales, mais aussi d'une relation forte directe des magasins avec des producteurs locaux grâce aux alliances locales. Ces alliances locales étant une association d'éleveurs, de producteurs, de transformateurs locaux. Le modèle Leclerc est coopératif et nous l'avons poussé très loin. Nous sommes des adhérents impliqués et responsables dans tous les outils et les coopératives qui soutiennent l'activité de nos magasins en France et en Europe. Eurelec est une alliance européenne d'achat créée en 2016 avec le groupe coopératif Reveux et rejoint par Ahold Delhaize en 2024. Depuis l'origine d'Eurelec, je suis négociateur et aujourd'hui administrateur en charge du commerce chez Eurelec. Je suis à Bruxelles toutes les semaines pour prendre les décisions concernant la négociation. Je m'appuie sur une équipe d'adhérents Leclerc, présents avec nos partenaires lors des rendez-vous avec les fournisseurs, ainsi qu'une équipe de collaborateurs d'Eurelec, négociateurs, qui appartient à l'équipe de Jérémy Villain et qui m'accompagne. Jérémy a en charge la coordination aujourd'hui des 3 partenaires, Leclerc, Reveux, Ahold Delhaize, et de l'alignement des décisions. Je le laisserai revenir sur la complexité de sa mission. En quoi consiste la négociation?
La négociation doit aboutir à la conclusion d'un accord matérialisé par la signature d'un contrat entre Eurelec et un industriel. Chez Eurelec, il n'y a pas de PME, pas de coopérative agricole, mais que des fournisseurs multinationaux de produits transformés. Ces fournisseurs multinationaux réalisant un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros, entre 1 et 100 milliards d'euros, et sont présents chez nos partenaires implantés en Europe avec une même approche à la négociation d'un prix d'achat et la défense du pouvoir d'achat du consommateur européen. 80% des industriels sont domiciliés en dehors du territoire français. Eurelec ne représente qu'un tout petit débouché pour ceux-ci, en moyenne 3%, donc environ 1% pour Leclerc, 1% pour Reveux et 1% pour Raoul Delhaize. Nous négocions de l'alimentaire et du non-alimentaire. À titre d'illustration, le DPH, droguerie, parfumerie, hygiène, illustre bien la situation hégémonique des grandes marques dans nos rayons. 2 grandes marques pèsent 88% du papier de toilette, 2 autres 87% des couches, 2 autres 80% du rayon lessive. Sur les marges, pour rappel, nos résultats générés à l'achat sont 100% reversés dans nos entreprises en réinvestissant sur nos sites, panneaux photovoltaïques, bornes de recharge, etc. Nous redistribuons 25% des résultats sous forme d'intéressement participation aux salariés, mais également sur nos centrales régionales, la fiscalité étant réglée en France. Malgré nos négociations européennes depuis 2016, nos bilans ne se sont pas améliorés. Le partage de la valeur est bien soit chez l'industriel, soit notre défense du pouvoir d'achat du consommateur. Pour les marges, qui est le sujet de ce jour, il faut quitter la perception française et donc quitter Paimpol et se positionner comme une grande entreprise à Cincinnati. Cet industriel pense monde et considère l'Europe comme plusieurs marchés nationaux. Par exemple, il parvient à vendre la même couche 21 centimes en Allemagne contre 26 centimes en France. Un écart de 24% sans justificatif économique particulier. Nous devons donc nous organiser à la même échelle pour peser. Les marques des grandes entreprises sont hégémoniques. Plébiscitées, indispensables pour faire venir nos clients. Cette clientèle est nécessaire car quand un consommateur achète 1 litre de coca, il achète 2 litres de lait, 5 tranches de jambon et des fruits et légumes. S'il n'y a pas de coca en rayon, il y aura moins de débouchés pour le lait, le jambon, les fruits et légumes. Je laisse la parole à Jérémy Villain. Merci Stéphane, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs. Effectivement, c'est en tant que directeur général de Eurelec, société coopérative belge, en accord avec nos actionnaires Reveux et Raoul Delhaize, que je vais expliquer le fonctionnement de notre activité avec Stéphane, afin de répondre à vos interrogations relatives à la question des marges, avec une perspective européenne qui est la nôtre. Puisqu'en effet, comme l'a dit Stéphane, Eurelec a été créé en 2016, soit 2 ans avant la loi Egalim, par Leclerc et Reveux, rejoint ensuite en 2024 par Raoul Delhaize, pour remplir une mission simple mais ambitieuse, réaliser la promesse du marché unique européen pour l'approvisionnement des produits de grande consommation de marques internationales. Cette mission elle repose en effet sur une logique simple, permettre aux distributeurs européens de négocier de manière équilibrée face aux multinationales mondiales de l'industrie des produits de grande consommation et en faire bénéficier les consommateurs européens. Dans le cas de Eurelec, c'est les clients de Reveux, d'Ahold Delhaize et de Leclerc en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Autriche, en Belgique, en Pologne et au Portugal, afin qu'ils bénéficient de prix plus justes, sans discrimination, quel que soit le pays dans lequel le consommateur fait ses courses. Pour remplir cette mission, comme l'a dit Stéphane, Eurelec ne s'intéresse qu'aux grandes multinationales qui transforment et commercialisent leurs produits à l'échelle européenne. Ce sont des entreprises qui s'approvisionnent à l'échelle mondiale, qui fabriquent à l'échelle européenne. Elles ont des usines dans toute l'Europe pour approvisionner les différents pays, mais qui pratiquent des politiques commerciales différenciées entre les différents marchés nationaux. Alors c'est leur droit, elles sont libres de leur politique commerciale, mais la réalité auquel nous sommes confrontés depuis maintenant 10 ans qu'on existe, c'est qu'on observe des écarts de prix entre 10 et 15% pratiqués par ces industriels entre les marchés nationaux. Parfois dans les évolutions de prix, des écarts du simple au double, au simple au triple. Et évidemment, ça nous interpelle et c'est pour ça qu'on a été créé pour pouvoir, d'une part déjà les mettre en évidence, ce qui n'est possible que quand on peut avoir cette perspective et cette échelle européenne, c'est l'intérêt du marché unique, et ensuite pouvoir le négocier avec ces industriels afin de s'accorder sur des prix qui font du sens à l'échelle européenne. Alors cette réalité, c'est une réalité qui aujourd'hui qui n'est pas abstraite et théorique, elle est reconnue notamment par la Commission européenne.
qu'il a décrit par un terme simple. C'est en anglais Territorial Supply Constraint, c'est le terme qu'on utilise à Bruxelles. En français, les restrictions territoriales d'approvisionnement. Ce sont ces différences de prix non justifiées entre les marchés nationaux au sein du marché intérieur qui pèsent sur le pouvoir d'achat des consommateurs européens. La Commission a mesuré cet impact négatif à hauteur de 14 milliards d'euros de pouvoir d'achat perdu chaque année pour les consommateurs européens. Et c'est un phénomène, par exemple, qui a été identifié par la Commission européenne dans sa dernière stratégie sur le marché intérieur, portée par le commissaire au marché intérieur Stéphane Séjourné, comme étant l'une des 10 plus importantes barrières à la réalisation du marché intérieur, du marché unique, et sur lequel aujourd'hui de nombreux pays européens, notamment des pays comme les Pays-Bas, l'Autriche ou la Belgique, qui souffrent particulièrement de ces discriminations territoriales, veulent aujourd'hui se battre. D'ailleurs, pour montrer à quel point ce point n'est pas abstrait et théorique, la Commission européenne, via ses autorités de la concurrence, ont par exemple sanctionné des industriels multinationaux, par exemple des grands industriels américains, la confiserie du chocolat, à des amendes de hauteur de 300 millions d'euros, ce qui montre bien la réalité, pour des questions de problématiques de restriction territoriale, ce qui montre la réalité de cet enjeu économique pour notre économie européenne. Donc notre rôle, vous posez la question du fonctionnement de RELEC et l'impact sur les marges, c'est bien ça en fait notre rôle. C'est grâce à cette alliance européenne qui s'inscrit d'ailleurs pleinement dans le droit européen, à la fois dans les valeurs fondamentales, les principes fondamentaux du marché intérieur, libre circulation, liberté d'établissement, mais surtout de manière très concrète dans ce qu'on appelle les horizontal guidelines, les règles d'organisation horizontale définies par la Commission européenne, qui reconnaît la légitimité et la légalité de ces alliances à l'achat. On s'est organisé entre acteurs européens pour pouvoir justement comparer ces prix entre les pays européens, pouvoir les négocier, réduire les divergences, on a expliqué, et pouvoir en faire bénéficier l'ensemble de la chaîne de valeur jusque dans les magasins comme ton magasin, Stéphane, ou les magasins de tes partenaires, de nos partenaires, Rewe et Holdelez, qui soient en Allemagne ou en Belgique ou aux Pays-Bas. Pour être très concret et parler un peu de chiffres, effectivement, j'ai parlé des écarts de prix entre 15 et 20% entre les pays. Nous, aujourd'hui, je crois que ça a été évoqué dans d'autres intervenants, on a effectivement confronté depuis 3 ans dans cette grande vague d'inflation à des hausses de prix demandées par les industriels de plus de 50%. Simplement, en challengeant ces différences de prix de 20 à 30% entre les pays, effectivement, qui sont pas liés à des enjeux de matière, parce que ça, c'est les mêmes pour tout le monde, qui sont liés à les différences de politique de commercialisation, de marge de transformation, des marges de commercialisation, de marketing. On a pu effectivement réduire cet effet d'inflation de moitié, aujourd'hui autour de 25%, pour en faire bénéficier l'ensemble des pays en réduisant les écarts. Surtout, pour conclure notre propos introductif, je voudrais noter que ces alliances européennes aujourd'hui, elles ne suscitent aucun débat dans les autres pays européens. Au contraire, moi j'ai été reçu par exemple par le ministère de l'économie aux Pays-Bas qui était heureux de voir que Holdelez a rejoint une alliance européenne pour pouvoir faire bénéficier les consommateurs néerlandais de prix non discriminants par rapport à l'Allemagne. Je pense que tous les consommateurs qui vivent dans les zones frontalières savent de quoi on parle. Certains consommateurs qui sont à Bière-sur-Cère n'ont pas à faire 400 km pour aller bénéficier de prix différents d'autres pays de l'Union. Donc en fait, concrètement, ce qu'on fait, nous, on fait vivre l'Union européenne de manière concrète au quotidien. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, notre quotidien, c'est d'avoir des acheteurs comme toi, Stéphane, mais surtout comme tes partenaires et tes collègues de Rewe et de Holdelez. On a chaque enseigne envoie à peu près 40 acheteurs chaque semaine à Bruxelles pour s'asseoir ensemble autour de la table, s'aligner sur nos politiques commerciales et rencontrer nos partenaires industriels qui viennent aussi de toute l'Europe et pouvoir s'accorder ensemble sur des prix européens pour ensuite en faire bénéficier les consommateurs européens et faire vivre cette chaîne de valeur européenne avec une compétitivité européenne. Et comme le disait Stéphane, mon rôle avec mon équipe d'une 40aine de personnes à Bruxelles, qui sont composées de plus de 10 nationalités différentes, c'est de faire vivre cette Europe au quotidien en partageant nos différences, mais avec cette transparence entre les pays pour pouvoir derrière trouver le meilleur accord possible et en faire bénéficier tout le monde. Voilà, donc c'est en quelques mots pour répondre à votre point, le fonctionnement de RELEC, sa raison d'être et la raison pour laquelle, Stéphane, tu peux ensuite en bénéficier pour tes consommateurs dans ton magasin. Très bien, merci beaucoup, messieurs. Donc, nous allons donner la parole à Madame la rapporteure pour les premières questions. Alors, ma première question portera sur votre positionnement géographique et sur, bien sûr, les lois auxquelles vous êtes soumis,
puisqu'il apparaît que vous êtes également soumis aux lois françaises. Vous fournissez, ou en tout cas aux lois Egalim, vous fournissez le leader de la distribution française qui a plus de 25% de part de marché. C'est donc normal qu'une loi qui concerne l'encadrement à la fois des pratiques, mais aussi des prix en quelque sorte, puisqu'il y a effectivement la question des prix aux producteurs et de la matière première agricole, vous concerne également. Pourtant, vous avez beaucoup lutté pour ne pas être pour ne pas répondre à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en février 2024, lorsqu'elle a demandé un certain nombre d'éléments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez à ce point-là lutté pour ne pas répondre à notre instance de concurrence, voilà, en tout cas qui vérifie que nos règles sont bien respectées? Madame la rapporteure, effectivement, Eurelec, je vais parler au nom notamment de nos actionnaires aussi, Reveux et Ahold Delhaize, qui probablement se sont sentis interpellés et n'ont pas forcément compris pourquoi on leur demandait d'appliquer un droit qui n'est pas le leur, en tout cas qui n'est pas déjà le droit de la société Eurelec, puisque la société Eurelec, comme vous le savez, est basée déjà en Belgique. Mais d'autre part et surtout, effectivement, je vais revenir probablement après, comme vous parlez de 2024, nous avons fait valoir nos droits en termes de société belge et surtout le droit par rapport à nos contrats et fait reconnaître par le tribunal de Bruxelles l'applicabilité du droit belge sur nos contrats et surtout la protection du secret d'affaires qui a mis en, a confirmé que la DGCCRF n'avait pas compétence pour aller intervenir en dehors des frontières françaises et intervenir sur les activités économiques d'Eurelec qui étaient en Belgique. Et peut-être pour reprendre, parce que je pense je vais peut-être rebondir tout de suite, puisque le 14 août 2024, la DGCCRF rend public une amende de 38 millions d'euros à l'encontre d'Eurelec et en cause le non-respect de la date butoir pour conclure les contrats entre les fournisseurs établis en France. Alors, pour répondre à votre question et reprendre le point précédent, parce qu'ils sont liés, tout d'abord, comme on l'a dit, Eurelec a été créé en 2016 par Reveux et Eurelec, avant même que l'on parle d'Egalim ou de dette butoir à l'époque. C'est pas quelque chose qui fait assez peu de sens dans une négociation européenne et pour nos partenaires européens. C'est d'ailleurs assez absurde de penser que Eurelec a été créé pour échapper, que CAD a rejoint Eurelec en 2024 pour échapper à une loi française qui ne le concerne pas. Et à cet égard, de manière très simple, par rapport aux amendes que vous citez, évidemment, Eurelec et ses actionnaires, notamment Reveux et Ahold Delhaize, contestent ces amendes et l'application du droit français et ont, utilisent d'ailleurs tous les recours. Les contentieux sont en cours. Utiliser tous les recours auprès des juridictions françaises comme des juridictions belges, vous en avez évoqué, qui nous ont donné raison notamment, et des juridictions européennes, et c'est en cours, pour justement faire régler cette question de droit qui se pose, et en tout cas pour nous, faire reconnaître la primauté au-delà du droit belge, surtout du droit européen, et la question essentielle qui est comment faire fonctionner ce marché unique et ne pas l'entraver par des réglementations nationales qui, par une application extraterritoriale, viendraient entraver le bon fonctionnement du marché unique, qui est exactement ce qu'on fait, ce que j'ai décrit en introduction avec Stéphane, et que si on les entravait, elle poserait un problème de droit européen. C'est exactement cette question qu'on pose et qui est actuellement en cours. Très bien. Donc, la justice française a quand même confirmé sa compétence pour juger les litiges qui concernent Eurelec et d'autres centrales d'achat autour de pratiques restrictives de concurrence reprochées par l'État français. Donc, on voit là qu'il y a quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que la France a fait effectivement un travail législatif pour protéger un certain nombre d'éléments qu'elle estime, que le législateur estime avoir à protéger, et se dire que le premier distributeur de France échappe ou essaye d'échapper à cette réglementation, c'est quand même très embêtant. Comme on l'a évoqué à l'instant, la vraie question, c'est la question de comment exercer à l'échelle européenne une activité qui s'inscrit pleinement dans les principes du droit européen et du marché intérieur. Et effectivement, comment des acteurs, notamment comme Reveux et Ahold Delhaize, s'ils ont rejoint et s'ils ont construit déjà à l'origine et ensuite rejoint Eurelec, c'est effectivement pour
comme objectif de réaliser la promesse du marché intérieur et non pas effectivement d'être entravé par des lois nationales d'un État membre ou d'un autre qui, au regard d'une extraterritorialité qui aujourd'hui n'est pas reconnue. C'est d'ailleurs pour ça que le tribunal de Bruxelles a pris cette décision qui a reconnu qu'il n'y avait pas d'autorité de la DGCCRF, qui est une autorité de contrôle française sur les activités d'Eurelec en Belgique. Donc c'est dans cet objectif et ce principe effectivement qu'on exerce notre activité depuis 10 ans et que l'on conteste les contentieux que la France effectivement adresse à Eurelec en Belgique. Peut-être juste une petite précision, monsieur. Donc on comprend bien que vous exprimez au nom de vos actionnaires Reveux et Holdeless, mais nous, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que Leclerc considère que les produits qui sont achetés par votre centrale d'achat et qui sont destinés au marché français ne doivent pas respecter les règles françaises? Le sujet, c'est pas de savoir, en fait, ce qu'on applique quand on est effectivement sur votre siège en Belgique. Le sujet, c'est de savoir quelle réglementation on applique aux produits qui transitent finalement, et peut-être même pas physiquement en fait, par chez vous, mais qui sont commercialisés en France suivant le droit français. Donc, et moi, je veux la réponse qui concerne Leclerc, s'il vous plaît. Bon, déjà, pour les amendes qui sont en cours, vous avez bien compris que les contentieux étaient en cours. On ne pouvait pas aller beaucoup plus loin sur cette question-là. Sans parler sur la question, moi, je suis à Eurelec et je suis, comment dirais-je, lorsque je montre négocier à Eurelec, je négocie des multinationales avec mes partenaires, AOL, Deleuze et Reveux. Donc je suis un des 3 partenaires et ces multinationales qui sont aujourd'hui négociées sur Bruxelles, on est aujourd'hui, oui, sur le droit belge. Mais vous les commercialisez bien, monsieur, dans votre magasin. Je ne sais plus, vous nous avez dit que vous étiez dans le Tarn-et-Garonne. Donc ils sont bien commercialisés sur le sol français, les produits dont nous parlons. Je ne suis pas dans le Tarn-et-Garonne, mais dans le Lot. Dans le Lot, excusez-moi. Voilà. J'ai des produits d'alliance locale que j'achète à côté, mais j'ai également des produits de multinationales qui sont produites, comment dirais-je, peut-être en France, mais pas forcément qu'en France. Moi, je vous parle de la commercialisation, là. Je vous parle des règles de commercialisation. Je vais laisser la parole à madame le rapporteur, mais je voudrais vraiment qu'on parle de l'entreprise Leclerc, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, et de ce qui est commercialisé sur le sol français. Vous nous avez invité, madame la présidente, madame la rapporteure, en tant qu'Eurelec. On parle ici, toi Stéphane comme administrateur, moi comme directeur général pour Eurelec. Et donc Eurelec, effectivement, ce sont ces 3 actionnaires qui prennent ces décisions ensemble et qui ont une activité qui est la négociation et l'approvisionnement à l'échelle européenne. Donc, effectivement, déjà au-delà de s'inscrire formellement dans ce droit qui s'applique chez nous, qui est le droit belge et le droit de nos contrats, qui est effectivement le droit belge dans cette négociation européenne, notre objet et notre travail, c'est la négociation et l'approvisionnement européen. Non, mais c'est bien de ça dont on parle, mais dans cette négociation et cet approvisionnement, il s'agit également de la France qui a ses propres règles, et vous êtes ici dans une institution française et qui, notamment, travaille sur l'application de ces règles et étudie l'application de ces règles, mais travaille également, et c'est le cas de notre commission d'enquête, sur les négociations commerciales. Alors, je vais un peu changer de sujet et parler, j'allais dire, de la sévérité et des tensions des négociations commerciales, puisque vous en êtes, j'allais dire, les principaux instigateurs, puisque c'est vous qui négociez pour une grande partie, plus de 25% de part de marché en France, donc pour une grande partie de la grande distribution française. Que pouvez-vous nous dire sur les tensions et sur les mauvaises pratiques de négociation commerciale dont la grande distribution est tout le temps accusée? Avant de te laisser la parole, Stéphane, juste un point par rapport au point, pour conclure le point précédent, juste rappeler que l'ensemble des distributeurs européens, écrasante majorité évidemment ne sont pas français, puisque c'est l'Europe, sous la bannière d'Eurocommerce, a déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre la France, justement sur la problématique de l'extraterritorialité des salles françaises, qui pose des vrais problèmes de marché intérieur, qui sont au cœur aujourd'hui, je pense, des enjeux de compétitivité et de la souveraineté économique dont vous parlez. C'est très intéressant de vous entendre nous dire ça. Je voudrais juste le rappeler pour indiquer que notre enjeu est européen. Effectivement, des questions importantes de droit se posent. C'est très intéressant de nous entendre dire ça, parce que vous êtes quand même, vous représentez ici l'approvisionnement de 27% de l'alimentation, enfin de l'alimentation des produits vendus en grande surface dans les grands magasins en France. Donc c'est pas négligeable. C'est un quart.
C'est un quart de part de marché, c'est pas négligeable. Et donc, ça nous intéresse de savoir ce que vous pensez du fait de suivre et de suivre la réglementation française et de respecter ce qu'elle demande, sachant que quand elle le demande, c'est aussi pour pouvoir respecter les producteurs. Mais je reviens sur les tensions qui caractérisent les négociations commerciales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment chez vous les négociations commerciales se passent et quelles sont les pratiques que vous avez vis-à-vis de vos fournisseurs? Est-ce que la violence des négociations commerciales telles qu'elles nous sont rapportées, où vous demandez 25 fois à vos fournisseurs de venir, où vous les renvoyez, à un quart d'heure du moment de rendez-vous, etc. Est-ce que tout ça existe chez vous? Comment ça se passe? Comment se passent les négociations? Et quels sont vos leviers pour obtenir les meilleurs prix? Puisque c'est ça votre objectif, si j'ai bien compris. Alors, on pèse bien 25% de la grande distribution en France, mais maintenant, la grande distribution ne pèse toujours que 40% de tout ce qui est produit en France. 25% de la grande distribution, c'est ce que j'ai dit. Ramené sur la consommation, on pèse que 8 ou 9%. J'ai dit 25% de la grande distribution. C'est exactement le chiffre que j'ai utilisé. Pour les tensions qu'il y a dans les rendez-vous avec les fournisseurs, il n'y a pas de tension plus que cela dans les rapports que l'on a. Je dis toujours, pour trouver un accord, il faut être deux dans n'importe lequel des cas. Donc, ça ne se fait pas, comment dirais-je, avec de la tension. Et une nouvelle fois, je suis également, quand je rencontre les fournisseurs à Bruxelles, je suis avec mes collègues de Reveux et mes collègues d'Ahold Delhaize, d'accord, qui sont, comment dirais-je, sont pas des Français. Hein, donc déjà, ils ont un mode de fonctionnement qui peut être complètement différent du nôtre. Et cette notion de tension, je m'excuse, mais elle n'y est pas. Elle n'est pas présente, cette notion de tension. Elle n'existe pas, d'accord. Pas dans les propos que vous semblez évoquer. Et pour compléter ce que dit Stéphane, pour pareil partager et partager avec vous la réalité européenne qu'on vit au quotidien. Déjà, des questions que vous posez, en fait, des questions qui ne sont pas posées à l'échelle européenne avec nos partenaires européens, que ce soit d'Allemagne ou du Benelux. Aujourd'hui, effectivement, nos négociations se déroulent où on invite les industriels de tous les pays européens qu'elles y sont et pour se rencontrer à Bruxelles. On discute de quoi? De cette comparaison et de cette compréhension des différences de prix qu'il y a entre les différents pays européens. Nous, ce qu'on demande, c'est une transparence à ce niveau et qu'on comprenne d'où viennent ces écarts pour ensuite qu'on puisse se mettre d'accord. Et je dirais, ces questions-là, c'est des questions qui, quand on arrive à Bruxelles et quand on est au-delà des frontières françaises, je dirais, on travaille sur le fond et on avance dans ces négociations. Et ce sont des sujets qui importent moins. Et en tout cas, comme je disais tout à l'heure, moi, dans les différents rendez-vous que j'ai pu faire en Allemagne, aux Pays-Bas ou autres, on ne nous a jamais interpellés en tant que notre rôle de centrale européenne. Au contraire, ils étaient plutôt heureux qu'on puisse jouer ce rôle de lutter contre les discriminations dont souffrent les consommateurs entre les différents pays européens. Alors là, vous disiez donc que les négociateurs négocient ensemble, c'est-à-dire que vous négociez avec vos partenaires européens? Absolument. Donc vous négociez les mêmes prix avec vos partenaires européens? Le même prix, ça pourrait être un souhait. Tout du moins, on est complètement aligné sur le travail qui a pu être fait par rapport à un tarif qui arrive et une vision qu'on peut avoir de la matière agricole, MPI ou autre. Donc on s'aligne entre nous et nous recevons les fournisseurs ensemble. Et en face de nous, il y a également les fournisseurs de l'ensemble des pays. D'accord. Mais alors, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que les autres distributeurs disaient qu'ils ne connaissaient pas les conditions générales de vente des autres actionnaires de leur centrale. Ça n'est pas le cas chez vous. Chez vous, vous partagez tous les conditions générales de vente de vos fournisseurs. C'est ce que vous me dites. Je pense qu'il faut être bien précis pour être sûr de décrire exactement les choses pour répondre à votre question, qui effectivement est importante. Nous sommes une alliance à l'achat pour la négociation de prix d'achat européen. Par construction même, c'est le sens même de notre travail de pouvoir comparer les prix qui sont demandés par les industriels entre les différents pays européens. Et donc, par essence même, nous comparons dès le début de la négociation les différents prix proposés par les industriels pour les différents distributeurs et pays qui sont concernés. Ensuite, on les négocie ensemble. Donc, évidemment, nous comparons ces conditions, mais ce n'est absolument pas illégal. Au contraire, c'est le principe même des alliances, comme j'ai dit en introduction, qui est reconnu
connu et qui est même décrit dans ces règles européennes, ces règles dictées par les autorités de concurrence européennes. Donc là-dessus, c'est au-delà d'être licite, c'est même le principe même de cette construction européenne et de ce marché intérieur qu'on fait vivre via ce partage d'informations. Évidemment, ce qu'on partage entre nos partenaires, c'est ce qu'on négocie à une échelle européenne, c'est-à-dire les prix d'achat. Les autres éléments, ce sont des éléments que l'on ne partage pas, à la fois parce qu'il n'y a pas d'objet, et aussi parce qu'il y a des règles de concurrence là-dessus très strictes qu'on respecte, et en pleine, je dirais, partenariat, échange et contrôle avec les autorités de la concurrence européenne. Les éléments qui n'ont pas à être partagés entre nos partenaires ne sont pas partagés et il n'y a pas d'échange d'informations dessus, notamment ce qui est lié aux dimensions nationales. Mais par contre, les conditions générales de vente, elles le sont. Je vous remercie. Alors, il y a plusieurs personnes qui affirment et qui ont affirmé ici au micro où vous êtes que les industriels de l'agroalimentaire se trouvent en situation de dépendance économique à l'égard des distributeurs compte tenu de la concentration du secteur qui accentue les alliances à l'achat. Quelle est votre appréciation de cette remarque ? Comme je l'ai dit dans mes propos, on pèse, l'alliance, elle va peser 3% en moyenne chez le fournisseur. Nous sommes à Eurelec qu'en face des multinationales. Nous n'avons que des multinationales. Pas de PME, pas de coopératives agricoles. Que de la multinationale, qui vont jusqu'à 100 milliards. On pèse peu. Il n'y a aucune dépendance. Le rapport de force, il est inversé. Et pour compléter le propos de Stéphane et répondre à votre question très précisément, ce que vous parlez quand vous parlez de dépendance ou de but de position dominante, c'est des concepts de droit de la concurrence extrêmement précis. Évidemment on est tenu de respecter. On n'est pas dans un non-droit, on est une société en Belgique, on est en respect du droit de la concurrence en Belgique et surtout en respect du droit de la concurrence européenne puisqu'on a une activité européenne. Et comme je pense que ça ne vous l'aura pas échappé, les autorités de la concurrence qui s'expriment très régulièrement à ce sujet regardent attentivement le fonctionnement des alliances européennes, n'ont à ce stade jamais trouvé de cas ni de dépendance, ni d'abus de position dominante sur des acteurs, sinon on le verrait. A contrario, comme j'expliquais en introduction, il y a déjà eu plusieurs amendes extrêmement importantes des autorités de la concurrence européenne contre des industriels qui pratiquaient des discriminations entre les pays. J'ai cité notamment ces 300 millions d'euros d'amende sur un grand industriel américain de la confiserie et du chocolat, effectivement, qui lui a abusé par des pratiques de restriction de concurrence, de discrimination territoriale. C'est la réalité à laquelle on est confronté, effectivement, à laquelle on essaie de s'inscrire dans le respect du droit de la concurrence européen. Je vous remercie. Les centrales d'achat Concordis et Everest, qui, si je ne m'abuse, sont un peu vos concurrentes, en fait, en tout cas font le même travail que vous, elles ont récemment diffusé la liste de leurs fournisseurs. Vous ne l'avez pas fait ? Vous pouvez nous en parler ? Oui, non, nous, on ne l'a pas fait. On a cette liste et les fournisseurs n'ont pas forcément souhait à ce que ça soit mis sur la place publique non plus. Concordis et Everest ont peut-être voulu faire de la com à travers cela. Nous, c'est pas notre choix. Et avec Ahold Delhaize et Reveux, on n'est pas dans ce modèle-là. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre des fournisseurs en 2016 au moment de la création et le nombre des fournisseurs aujourd'hui ? Nous en avions 4 en 2016. Oui, aujourd'hui on a 46 fournisseurs. Donc effectivement, comme l'a dit Stéphane très justement, on est tenu par des accords de confidentialité avec nos fournisseurs pour des questions évidentes de secret d'affaires. Et donc on ne communique pas la liste des fournisseurs de nos partenaires industriels. C'est notre business et nos affaires entre eux et nous. Et je pense qu'ils en sont très contents à cet égard. Et donc, même de manière non officielle, vous ne souhaitez pas nous la communiquer ? Alors, la liste comment dire, vous posez la question en termes de fournisseurs. Donc, on a 46 fournisseurs aujourd'hui. Et de toute façon, ce sont des fournisseurs tels que l'a dit Stéphane, qui sont des grandes multinationales présentes dans différents pays et qui sont, de toute façon, c'est les grands acteurs du PGC internationaux qui sont connus. Alors, parce que vous avez possibilité de nous communiquer des éléments sans que nous les rendions publics, c'est ça que je veux dire. Si vous pouvez, d'ailleurs, si vous pouvez nous la communiquer, pardon, je vous la demande officiellement lors de cette audition. Dans le respect du secret des affaires. Non, pas dans le respect du secret des affaires, mais nous respecterons bien entendu la confidentialité des documents que vous nous envoyez, bien entendu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si sur cette liste que vous allez nous communiquer, mais dont nous ne ferons pas de publicité, certains de ces fournisseurs sont des PME ?
Non, je le redis, il n'y a pas une PME Très et bien. pas de coopérative agricole. Que Très des bien. multinationales, uniquement des multinationales. Très bien. Mais écoutez, Avec je des vous remercie. produits transformés. Non, je vous remercie. Je voulais simplement que ce soit très clair parce que c'est un des sujets, bien sûr, qui revient souvent, cette obligation d'aller sur des centrales européennes pour négocier alors qu'on est sur le territoire français, qu'on pourrait négocier en France. Mais vous nous disiez quand même que 20% des industriels avec qui vous travaillez sont des industriels du territoire français. C'est ça? C'est-à-dire que sur les 56, je calcule, il y a 14 entreprises qui sont des entreprises françaises. Non, alors, je vais peut-être pour donner une perspective, notre activité européenne, aujourd'hui, donc on a 46 industriels qui sont effectivement des partenaires industriels de RELEC à l'échelle européenne. Ces entreprises dont les taille moyenne de nos industriels, c'est à peu près 200, c'est des entreprises qui font entre plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle mondiale, certaines jusqu'à 100 milliards d'euros de chiffre mondial ou de dollars à l'échelle mondiale. Entre 1 et 100 milliards, vous nous avez dit tout à l'heure. En termes de chiffre d'affaires, oui, à l'échelle mondiale de ces entreprises, elles sont toutes multinationales et très grandes. Nous, pour donner une idée de quoi on parle, le chiffre d'affaires à l'achat moyen par industriel chez nous, c'est de plusieurs centaines de millions d'euros. Certains montent quasiment même au milliard d'achats. Donc on est très très loin des PME. On est chez beaucoup des entreprises beaucoup plus grandes. Et là-dessus, on a 9 industriels dont le siège social est en France. C'est ça la réalité. Le siège social est en France, mais dont évidemment leur activité d'industriel et de commercialisation est européenne, puisque ce sont des industriels qui ont des usines dans toute l'Europe et qui approvisionnent des magasins à travers toute l'Europe. Non, très bien, c'est ce que je voulais savoir. Et donc, le calcul n'était pas exact, mais on est bien à une dizaine d'entreprises qui sont des entreprises dont le siège social 9 est en France. Fait, ouais. Ok. Et tous les industriels présents chez Eurelec sont chez nos partenaires. Oui, c'est bien pour ça que la question de la confidentialité dont vous parlez, ça ne tient pas vraiment sur Ils la sont liste chez de nos vos partenaires. fournisseurs. Reveux, Ils ils sont chez Reveux et à Hall-de-Lez. Ah oui, Donc, d'accord. ils sont présents chez nos partenaires. Mais ils sont aussi, pour une grande partie, ces fournisseurs chez Concordis et chez Everest et sur leur liste, j'imagine. Donc c'est pour ça que ça ne tient pas très bien la route, votre excuse de confidentialité. C'est votre choix. J'imagine, mais ça vous appartient. Il n'y a pas de problème. Vous nous la fournirez, on l'aura quand même, on la comparera et on en fera notre travail qui est notre travail de contrôle. Alors, moi, j'aimerais savoir quelle est votre interaction avec la centrale de service Copernic. Alors, et puis en vous posant cette question, en fait, je vous pose la question du déroulement des négociations commerciales. Un fournisseur vient vous voir, il veut vous vendre un produit à 150, vous négociez, vous finissez par vous mettre d'accord sur un produit à 100. Qu'en est-il des services? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui l'envoyez? Est-ce que vous avez vous-même des services de coopération commerciale? Enfin, comment ça se passe? Expliquez-nous ça. Nous n'avons aucun service au niveau de Eurelec. Copernic, je connais Copernic puisque je suis coopérateur. Et donc, dans mon magasin, il y a des notions de service qui arrivent. Et Philippe Michaud vous en a parlé, ça rentre dans la marge globale qui a été évoquée par Philippe Michaud aux alentours de 26,5. Ça, c'est Copernic. Eurelec n'a aucun lien avec Copernic. Eurelec négocie avec ses partenaires Reveux et à Hall-de-Lez un produit, un prix. Point. Il n'y a pas de service et le fruit de ce résultat va redescendre en magasin à 100%. D'accord. À 100%, il y a zéro service sur vos négociations internationales. Zéro service. D'accord. Au niveau de Eurelec, zéro service. Très bien, mais vous leur demandez d'aller négocier avec Copernic quand même. Ah non, mais Copernic, c'est un autre périmètre. J'ai d'autres collègues qui s'en occupent. Je ne m'occupe absolument pas de Copernic. Vous ne dites pas à vos clients, OK, on se met d'accord sur 97 et vous passez voir Copernic. On n'a aucun lien. Eurelec n'a aucun lien avec Copernic. Et moi, en tant qu'adhérent, je suis responsable de la négociation du prix sur un produit à Eurelec. En aucun cas, je suis, comment dirais-je, investi à Copernic. On a d'autres collègues qui sont investis là-bas. Très bien. Donc, ce qui veut dire quand même, cela signifie qu'aucun de vos fournisseurs internationaux n'ont de contrat de service avec Copernic. Vous ne savez pas. Ils ont certainement des contrats de service, soit avec Copernic, soit avec Galec, mais pas Eurelec. Eurelec, nous restons dans la négociation du prix et uniquement le prix. D'accord. Et donc, il n'y a aucune relation entre vous et Copernic sur des accords de montant de service
Par client. J'ai prêté serment. Oui, oui, vous pouvez me dire oui ou non. Hein. Non, C'est votre réponse que j'attends. Non, j'ai prêté serment. Je n'ai aucun lien avec Copernic. D'accord. Vous n'envoyez pas vos clients vers Copernic. Très bien. Vous ne fournissez pas du tout de services de coopération commerciale vous-même. On est d'accord. Hein. Vous avez dit non également au début. Très bien. Je vous Le remercie. cœur de RELEC est de négocier, comme l'a dit Stéphane, des prix à l'échelle européenne, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément nécessités à être les mêmes. Par contre, on challenge évidemment les différences, et derrière, on se met d'accord sur des prix qui sont sur des contrats d'approvisionnement, et c'est la seule, unique chose que fait RELEC. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en pratique comment vos actionnaires participent à la détermination de votre stratégie de négociation ? Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement ? Et là, c'est moi qui travaille pour la partie Leclerc, mais toujours à Eurelec et avec mes partenaires, parce que toute négociation qui se passe est d'abord liée et en échange et en alignement avec nos partenaires, toujours. C'est nous, donc moi, avec 21 collègues qui travaillons, comment dirais-je, sur la définition du prix qu'on souhaiterait avoir par rapport aux besoins que l'on a sur le marché, au même titre que mon collègue de chez Reveux ou de chez Aldelaise travaille. Et c'est à nous de nous aligner pour venir vers le fournisseur qui, comment dirais-je, a des acheteurs de pays ou d'ailleurs aujourd'hui un responsable européen qui gère la négociation en face de nous. Et pour compléter ce que dit Stéphane, en termes de fonctionnement de RELEC, donc déjà Eurelec, c'est une société commune entre ces trois actionnaires, possédée à part égale par ces trois actionnaires, un tiers, coopérative et avec une logique. Alors la logique coopérative, c'est un homme, une voix. Ici, c'est un partenaire, une voix, avec des décisions prises à l'unanimité sur l'ensemble des éléments qu'on fait, notamment la stratégie de négociation commerciale, puisque la logique, c'est de négocier ensemble et de se mettre d'accord ensemble. Aucun partenaire n'impose à l'autre des décisions qu'il ne souhaite pas. Et effectivement, ça nécessite un travail, comme le décrivait Stéphane, d'alignement permanent. Je dirais c'est l'Europe. Hein. C'est ce que font des États membres ensemble à Bruxelles quand ils se rencontrent. Et nous, ce qu'on fait à notre petite échelle entre les trois partenaires, Aldelaise, Reveux et Leclerc, pour se mettre d'accord ensemble et face effectivement aux industriels à l'échelle européenne qui aussi viennent avec leurs différents pays, et aujourd'hui avec des coordinateurs européens, pour se mettre ensemble sur, et d'ailleurs s'accorder sur les prix d'achat que l'on aura ensemble. Et concrètement, le lundi, mardi, je suis à Bruxelles, et le vendredi matin, je passe ma matinée en visio avec l'ensemble des partenaires, animés par Jérémy, pour s'aligner. Concrètement, les négociations commerciales avec une grande multinationale, ça prend combien de rendez-vous ? Je ne sais pas si vous négociez... C'est combien de rendez-vous pour vous mettre d'accord sur l'ensemble des prix ? 10, 15 ? À peu près, hein, on vous demande pas c'est une dizaine de rendez-vous, 12 rendez-vous. C'est le temps nécessaire dont on a besoin pour se mettre d'accord. La logique, c'est des négociations annuelles, comme on a dans toute l'Europe. La logique, c'est on négocie à l'échelle européenne. Donc chacun, effectivement, vient avec des pratiques. La pratique européenne, qui est assez logique, c'est de se mettre d'accord sur des prix annuels. Tout le monde a des contrats annuels. On a des contrats qui sont des contrats annuels. Et derrière, on se rencontre quelques semaines avant que les prix expire pour voir sur quel prix on va s'accorder sur l'année suivante. Et après, on se rend compte le temps de se mettre d'accord sur tous les pays. C'est très important. Notre logique, c'est cette logique européenne. Donc, on se rend compte sur l'ensemble des pays et on se rend compte le temps qu'on ait besoin de trouver un accord sur l'ensemble des pays, puisque c'est un approvisionnement à l'échelle européenne. Vous respectez la date butoir française en vous mettant... c'est une question. Est-ce que maintenant, vous la respectez ? On négocie à l'échelle européenne, comme je l'ai dit, pour trouver un accord européen qui soit satisfaisant pour l'ensemble des industriels et l'ensemble des pays qui sont concernés et l'ensemble des partenaires distributeurs. Et donc, ça veut dire non. Ça veut dire qu'on prend... J'essaie de comprendre quelle est la réponse que vous faites. Ça veut dire qu'on fait les meilleurs efforts pour trouver des accords, parce qu'on a tous intérêt à trouver des accords. Vous savez, des discussions que parfois, quand on n'est pas d'accord, ça aboutit, et on l'a beaucoup vécu les 3 dernières années, où on n'a pas été livré par les industriels. C'est leur droit. Quand on n'est plus d'accord sur un prix, sur un contrat, le contrat ne s'exécute pas. On est en économie libre, en économie de marché.
On est libre de se mettre d'accord sur un prix. Et si on décide de ne pas faire de business ensemble, c'est quand vous êtes dans un magasin, il y a un produit que vous trouvez trop cher, personne ne vous oblige à le mettre dans votre caddie. Eux, ouais, c'est pareil. Et donc, des dernières années, on a subi de nombreux arrêts de livraison par nos distributeurs qui ne souhaitaient pas en fait vendre les produits. Et donc, on prend le temps nécessaire pour, in fine, trouver un accord, parce qu'in fine, on a quand même tous intérêt à trouver un accord pour que les produits se vendent à nos clients et que derrière, on réalise ensemble de la valeur à l'échelle européenne. Et pour aller jusqu'au bout, dans mes magasins, je n'ai aucun intérêt à ne pas avoir les produits. Si je n'ai pas les produits, potentiellement, je n'ai pas les clients. Hein. Donc, je suis d'abord, et comment dirais-je, rémunéré par mon magasin, pas par Eurelec. Donc, j'ai tout intérêt à ce que mon activité dans mes magasins fonctionne et que le client ait intérêt à venir chez nous plutôt que chez le concurrent. Hein. Je suis d'abord un commerçant épicier. Ce qui est intéressant quand on prend une dimension européenne, c'est qu'on s'ouvre aussi sur les pratiques de distribution et de négociation. Tous les Européens, en tout cas tous les pays européens dans lesquels on travaille, moi j'ai travaillé en Allemagne ces dernières années, je ne travaille plus en France depuis maintenant 14 ans. J'ai la chance de travailler en Allemagne, en Belgique, et puis voilà, je pense que c'est ça l'intérêt de l'Europe et de l'Union européenne. Ce qui prime, c'est le contrat, c'est l'accord entre les parties privées. Et derrière, voilà, c'est se mettre d'accord pour trouver des solutions commerciales qui soient satisfaisantes pour tout le monde, avec le temps qui convient à chacune des parties. Et ça nous permet d'avoir des discussions, d'ailleurs, relativement apaisées. Ça veut dire qu'on s'entende toujours et que donc derrière, après, chacun prend ses responsabilités dans un sens comme dans l'autre. Mais je dirais, le temps est utilisé à l'échelle européenne pour trouver les meilleures solutions entre nous, effectivement. Et c'est en tout cas la logique dans laquelle s'inscrit pleinement, par exemple, les partenaires allemands et Benelux, qui ne connaissent pas la notion de dette butoir, qui n'existe pas dans ces pays. Non, mais je crois que nos auditeurs, l'ensemble des consommateurs qui écoutent aussi, comprennent. Donc vous avez fait les entreprises, 3 entreprises que vous citez, donc on fait le choix d'aller négocier en Belgique un certain nombre de produits qui sont ensuite commercialisés dans des magasins français. Donc c'est vrai que on peut se demander si ce n'est pas une volonté de contourner les lois françaises, et quelque part la manière dont vous nous répondez, je dirais, alimente quand même ce questionnement. Mais autant, monsieur, on entend votre raisonnement, que vous êtes sur une logique européenne, autant nous, le raisonnement, c'est celui de faire appliquer les lois françaises, et qu'il nous semble important de souligner que les services français de la DGCCRF cherchent à s'assurer que les produits commercialisés en France respectent les lois françaises. Donc je pense que chacun reste dans son précaré, effectivement, et les contentieux en cours nous feront avancer. Mais je pense que c'est important aussi que les consommateurs de vos enseignes sachent dans quelles conditions sont négociées, et quelque part quelle est la logique qui prévaut à ce commerce. Alors j'avais 2 remarques complémentaires, parce que vous avez insisté sur le fait que ce sont des grandes multinationales qui viennent négocier. Donc, je remarque quand même que le chiffre que vous nous avez donné montre une évolution importante du nombre de fournisseurs. Et quand je regarde le chiffre d'affaires de vos 3 entreprises, elles avoisinent les 100 milliards. Donc je dirais que si vous avez des fournisseurs qui ont des chiffres d'affaires autour d'1 milliard, alors là, pour le coup, on peut s'interroger sur le rapport de force entre des fournisseurs qui seraient à 1 milliard de chiffre d'affaires et vos enseignes qui, chacune, avoisinent les 100 milliards. Voilà, donc c'est pour dire que le raisonnement, il faut le voir des 2 côtés, de votre côté, mais aussi du côté. Si je peux permettre, et puis madame... je vais vous donner toutes mes questions, puis après je vous laisserai me répondre. Après, nous, Copernic, on aimerait bien les rencontrer, mais on ne sait pas qui contacter. Donc j'ai compris qu'il y avait une étanchéité totale entre vous et Copernic. Néanmoins, si vous aviez un nom à nous communiquer, on serait très intéressé pour pouvoir poursuivre nos auditions et rencontrer les gens de Copernic, parce qu'on n'arrive pas à trouver une personne à solliciter. Et donc, nous, effectivement, on pourrons leur demander si ils ont aussi 46 entreprises qui sollicitent des services. Voilà. Je vous dis franchement, l'état de nos recherches.
Voilà, pour revenir un petit peu sur vos propos départ, Eurelec a été créé en 2016. Il n'y avait pas de loi Egalim. Nous avons créé en 2016 parce qu'on avait une nécessité pour obtenir des prix face à des multinationales. On avait une nécessité de se regrouper. Ça a été fait en 2016. D'accord ? Voilà. Vous aviez 4 fournisseurs aujourd'hui. On a démarré, au moment oui, d'Egalim, vous en avez 46. Non, mais je vous explique pourquoi on n'avait que 4. Parce que c'est un outil qui est lourd à mettre en place. On a démarré que 4 fournisseurs dans simplement 2 pays, France et Allemagne. Ensuite, c'est raccroché l'Autriche, le Portugal, ensuite la Pologne. Et on est monté chaque année, comment dirais-je, pour arriver aux chiffres que l'on a aujourd'hui. C'est une raison purement technique de démarrage, uniquement. Et effectivement, par rapport aux fournisseurs qui sont avec des chiffres d'affaires bien moins importants que les entreprises pour lesquelles vous négociez. Oui. Alors, effectivement, je pense à un point que vous avez évoqué, Madame la Présidente. La première, vous parlez des les consommateurs qui nous écoutent. Oui, je pense qu'effectivement, les consommateurs qui nous écoutent, en tout cas, nous, on travaille pour eux, pour qu'ils bénéficient en France ou d'ailleurs aux Pays-Bas, en Belgique, parce qu'on travaille pour les consommateurs européens, de prix qui soient justes et non discriminés par rapport à ce qu'il pourrait y avoir dans d'autres pays. Je pense que c'est une réalité qui est extrêmement concrète, notamment pour les magasins frontaliers. Je pense que ceux qui vivent dans ces zones-là savent que les consommateurs votent avec leurs pieds ou leur voiture et traversent la frontière pour avoir des prix moins chers. C'est normal, c'est légitime. C'est d'ailleurs pour ça que l'Europe a été créée, pour abolir les frontières, notamment économiques. Et en fait, le but de ce qu'on fait, c'est justement toi, Stéphane, qui a un magasin à Bière-sur-Cère qui est un peu loin des frontières européennes, mais ça reste quand même un joli pays, évidemment, c'est que tes consommateurs puissent bénéficier de ces prix-là sans qu'ils aient à faire 500 km en voiture. Donc je pense que c'est ça, effectivement, que les consommateurs, en tout cas sur notre sens qu'on a à faire, je pense, peuvent retenir. Par rapport à la taille des industriels, c'est intéressant votre remarque. Je pense que c'est l'occasion d'apporter aussi, je pense, à la fois des faits et puis une lecture peut-être juste en fait des choses. Comparer un chiffre d'affaires global d'une entreprise à une autre n'a pas de sens, dans le sens où, alors même si on a des industriels partenaires qui font 100 milliards, on a plusieurs qui ont dépassé la barre des 100 milliards de chiffre d'affaires à l'échelle mondiale, c'est énorme. Mais en fait, ce qui compte dans une logique concurrentielle, puisqu'ici on parle de marge de concurrence, la concurrence c'est la base de l'activité économique, c'est d'ailleurs reconnu dans les traités européens, heureusement, ce qui nous permet, je pense, de développer la compétitivité et du bien-être pour tout le monde. Donc la concurrence, on compare ce qui est comparable. Et en fait, ce qui est comparable, ça va être, par exemple, le chiffre d'affaires d'un industriel dans un marché donné par rapport à une catégorie donnée. Si on compare ce que tu disais très bien sur les couches, par exemple, aujourd'hui, dans les rayons des magasins de toute l'Europe, c'est 2 industriels mondiaux qui font 80% du chiffre d'affaires de la catégorie. C'est ça la réalité, en fait, de la concurrence et de la négociation. C'est pas de comparer dans l'absolu des chiffres d'affaires. C'est ça qui compte. Voilà. Vous avez d'autres exemples Ah oui, il y en a beaucoup. On a les couches, on a les lessives, on a le papier toilette, où c'est à plus de 80%. Sur le café, c'est 3 fournisseurs. Sur le chocolat, c'est 3 fournisseurs. Moi, je suis d'une génération où il existait plein de marques qu'on a pu aujourd'hui. Mondelez a absorbé tout le biscuit. Donc, avant, j'avais Alsacienne, j'avais Belin, j'avais Lu, j'avais tout le monde. Je ne les ai plus maintenant. Et si on parle de l'alimentation animale, par exemple, aujourd'hui, c'est que quelques acteurs mondiaux. L'alimentation infantile, c'est pareil, c'est quand même des catégories qui sont importantes. Voilà, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est pas une mauvaise chose en tant que telle, si la concurrence joue son rôle, et c'est justement ce qu'on essaie de faire, et notamment à l'échelle européenne, quand ce sont aujourd'hui des industriels qui se sont organisés à l'échelle mondiale pour des raisons économiques évidentes. Ça fait partie de notre souveraineté économique que vous évoquiez en introduction, effectivement. Alors, on va... Non, tu as encore des questions ? Alors, j'ai juste une question, parce que j'aurais voulu savoir à peu près combien il y a de personnes salariées à Eurelec. Comment vous êtes organisé ? Parce que ça, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre entre les administrateurs qui viennent de magasins, etc., ou qui viennent... Enfin, je ne sais pas. Comment êtes-vous organisé ? Dites-moi ça. Avec plaisir, Madame la rapporteure. Donc Eurelec, c'est une société belge installée à Bruxelles. Nos locaux sont uniquement à Bruxelles. On est une équipe à peu près de plus de 40 personnes aujourd'hui. Comme je dis, de 10 nationalités différentes, de différents horizons. Et dont le cœur de l'activité, c'est d'aider nos 3 partenaires, Rewe, Ahold Delhaize et Leclerc, à pouvoir rendre possible cette négociation européenne. Donc le cœur de notre activité, c'est d'organiser
d'aligner et de soutenir en termes de contenu, d'analyse. Ce qu'expliquait Stéphane est parfaitement juste. On a démarré à 4 fournisseurs parce que je peux vous dire que négocier entre différents pays des dizaines de milliers de références sur lesquelles les prix sont différents et les industriels, par exemple, régulièrement changent, par exemple, les packaging ou les contenances des produits. Je pense que le mot shrinkflation, c'est quelque chose qui vous parle, même si c'est du franglais. C'est que ça concerne malheureusement tous les pays européens. Et en fait, à cela se rajoute, par exemple, des changements de packaging pour rendre la comparaison des produits entre les pays encore plus compliquée. Donc voilà, tout ce travail-là, c'est un travail technique d'assistance qu'on fait, nous, au niveau de RELEC. C'est notre valeur ajoutée. Et donc, on est là. Et effectivement, en termes d'organisation, pour répondre à votre question, le rôle des administrateurs ou de nos partenaires, le cœur de notre logique, c'est cette logique coopérative, c'est que les acheteurs de Reveux, Leclerc et Delhaize viennent chaque semaine à Bruxelles pour pouvoir s'aligner ensemble et ensuite négocier ensemble face aux industriels qui viennent aussi avec leurs équipes de différents pays européens, leurs coordinateurs européens. Donc on est nombreux à Bruxelles les lundis, mardis là-dessus pour s'asseoir autour de la table et négocier avec les industriels. C'est notre fonctionnement au quotidien. Ça veut dire que vos salariés ne négocient pas? Nos salariés... Les salariés de RELEC ne négocient pas, c'est ça ma question. C'est RELEC dans son ensemble qui négocie avec des équipes constituées des acheteurs de nos 3 actionnaires, ensemble avec les salariés, et on négocie ensemble, in fine, d'une seule voix, avec un accord sur un accord européen où chacun apporte sa contribution à l'édifice de cette connaissance des différents marchés, des comparaisons des prix et des coûts entre différents pays européens. On travaille ensemble. Donc, à chaque négociation, vous êtes 4? De chaque groupe. On est beaucoup plus encore. Vous Stéphane, êtes au moins 4. Un de chaque groupe, plus les salariés de RELEC. Oui, on est deux Leclerc, on est 2 à Delhaize, un Belge, un Hollandais. D'accord. Du côté allemand, c'est 1 ou 2, plus une personne de RELEC absolument qui est présente. Oui. Très bien, je vous remercie. Et en face, il y a à peu près le même personne, plus maintenant, de plus en plus, un coordinateur européen également. Très bien, je vous remercie. Alors, on va donner la parole à nos collègues. Evelyne Renaud-Caravédian. Merci, Madame la Présidente. J'ai 2 questions à vous poser. J'étais venue déjà avec une première question, mais vous allez me dire si elle a un sens maintenant ou elle n'en a plus. Après, je vous donnerai une question sur l'harmonisation européenne. Une des questions était, il peut donc exister un décalage, qu'on se rend compte, entre le lieu où la négociation est juridiquement conduite et les pays dans lesquels où s'exercent les effets économiques qui se matérialisent dans le cadre de la vente. Est-ce que vous veillez à ce que les accords négociés au niveau européen respectent dans chacun des pays où la marchandise est vendue les règles nationales applicables? Donc je ne sais plus, en fonction de la discussion que nous venons d'avoir sur l'application de la loi française. Ma deuxième question est la suivante. Un projet de règlement européen visant à encadrer les centrales d'achat frontalières est actuellement en discussion et il a pour objectif de réduire les différences entre les règles nationales et éviter qu'une implantation dans un État membre permette d'échapper aux exigences applicables dans un autre. Ce projet divise. Certains y voient un moyen de clarifier les règles et de rétablir une équité entre les différents marchés. D'autres redoutent une perte de souplesse et une contrainte supplémentaire pour les enseignes. Pour une centrale comme celle que vous dirigez, la question est structurante. Elle concerne l'organisation même des négociations européennes et leurs articulations dans les cadres nationaux. Quelle position défend RELEC sur une éventuelle harmonisation européenne des règles applicables aux centrales d'achat transfrontalières? Merci de votre réponse. Réponse, messieurs. Merci, Madame la sénatrice. Par rapport à la question du droit, nous, le cœur de notre activité, et d'ailleurs le cœur de nos contrats, c'est l'achat. C'est l'achat. On se met d'accord sur un prix à l'échelle européenne, on achète. Donc, en fait, le fait économique, il se produit au moment où on achète, et on achète à Bruxelles à l'échelle européenne pour l'ensemble des pays. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'un droit qui est le droit belge. Chaque entreprise européenne, quel que soit son lieu d'implantation, décide du droit dans lequel elle décide de faire. C'est le règlement Rome 1. Elle peut en prendre qu'un seul. Si on avait plusieurs droits, en fait, les contrats ne marcheraient pas, tout simplement. C'est la base même de la construction du marché intérieur et du droit européen. Et donc, effectivement, on applique un droit qui est satisfaisant pour l'ensemble des parties, reconnu d'ailleurs par nos industriels, puisqu'ils signent ces contrats aussi, ils reconnaissent le droit qui s'y applique.
Et donc, c'est ce droit qui prévaut pour l'achat, la négociation et l'achat des marchandises et la fixation du prix à l'achat. Par rapport à la notion de harmonisation européenne, effectivement, la question que vous posez, elle est très importante. Elle nous concerne tous en tant qu'acteurs européens. On est là on vit tous de l'Europe. Et derrière, et donc la question, je dirais, la difficulté à pouvoir réaliser le marché intérieur, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une vraie prise de conscience, notamment depuis le rapport Letta et le rapport Draghi. À cet égard, le rapport Letta mentionnait explicitement son inquiétude face au risque de renationalisation de la négociation des produits de grande consommation et des marques internationales. C'est écrit dans le rapport Letta. C'est les TSC, tout simplement. Et a raison, pour les raisons que j'ai évoquées en introduction. Et à cet égard, c'est d'ailleurs le cœur de pourquoi la notion de lutte contre les TSC fait partie de la stratégie du marché intérieur qui a été développée par la Commission, par le commissaire Séjourné, et qui est aujourd'hui portée par de nombreux États membres. Elle vise à réduire ces entraves au marché intérieur. Et par rapport à cette dimension-là, effectivement, des logiques de renationalisation, notamment par rapport à des règles nationales qui viendraient entraver le fonctionnement du marché intérieur, voire au pire à vouloir, je dirais, les imposer de manière extraterritoriale pour empêcher le fonctionnement du marché intérieur, ça pose un enjeu. Et effectivement, tout ce qui permet de clarifier le fonctionnement et le bon fonctionnement du marché intérieur ne peut qu'être bénéfique pour qu'on puisse réaliser ces bénéfices et effectivement clarifier les règles du jeu. On suit, nous, parfaitement les règles du jeu que nous donne la Commission européenne et le droit européen. Plus on peut les clarifier là-dessus, plus on peut travailler de manière sereinement dans ce qui doit être, je pense, notre utilité, qui est de négocier sur toute la chaîne de valeur européenne les meilleurs prix pour les consommateurs européens. Oui, tout à fait. Ce qui veut donc dire que la centrale d'achat Eurelec, vous respectez la loi sur l'achat, alors que sur la vente, vous êtes sur la réglementation européenne. Mais Eurelec n'est pas un magasin, on ne vend aucun produit Eurelec, on achète à l'échelle européenne. Nous sommes une centrale d'achat. Vous revendez? On revend ensuite à nos actionnaires, distributeurs. Derrière, on est un grossiste, donc, et on va revendre à chacune de nos entités à l'échelle européenne. Quand on revend à Leclerc, on revend à une entité qui est européenne qui consolide ses achats pour l'ensemble des pays de Leclerc, et c'est non seulement la France, mais aussi le Portugal et la Pologne. Pareil pour Reveux, pareil pour Deleuze. C'est simplement, on est à l'échelle européenne parce que c'est un marché qui est organisé aujourd'hui pour ces multinationales à l'échelle mondiale et européenne. Merci, monsieur. Je pense qu'on a compris le montage, c'est-à-dire qu'en fait, entre vous et les produits qui sont commercialisés en France, vous créez un sas d'étanchéité. Donc, on reposera la question aux acteurs qui commercialisent en France, parce que pour le coup, eux, il faut qu'ils nous apportent la preuve que les produits qui sont commercialisés respectent bien les règles françaises. Et donc, qu'ils puissent nous attester que les dates butoirs sont respectées, que l'ensemble les marchandises qui sont les produits qui sont vendus en France. On est d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions complémentaires, Madame la rapporteure? Pour moi, c'est bon. Mesdames, Messieurs, chers collègues. Alors, moi, je vous renouvelle la petite question que je vous ai posée, mais vous n'avez pas répondu, mais peut-être que vous n'avez pas de réponse. C'est-à-dire si vous avez un contact à nous donner chez Copernic, parce que c'est très compliqué de trouver un contact pour pouvoir... inviter ces gens en audition. Donc, nous sommes tout à fait preneurs si vous avez des informations à nous dire. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour ces éclairages. Je crois qu'on a engagé des sujets qui sont loin d'être achevés. Donc, merci vraiment de votre présence et d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Merci, messieurs. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Madame la sénatrice, merci. Merci.